Mesdames et messieurs, l'année 2023 a été une année assez chaotique. À l'échelle internationale, où les guerres et les bombes sont venues rappeler que la paix doit être une préoccupation de tous les instants. La France a quant à elle connu un mouvement social historique, mais elle a été la cible des regards stupéfaits du monde entier quand la réforme qui a volé 2 ans de retraite a été imposée contre l'avis de 80% des citoyens et sans vote des députés. Au niveau local, nous avons été aussi meurtris par les conséquences humaines de la fermeture de la Sambre. L'histoire se répète, rappelant les licenciements de nos parents et grands-parents dont la raison était déjà la recherche du profit maximal. Alors, de quoi 2024 sera faite? Je suis heureux de présenter mes vœux dans le bassin de Decazeville, chez moi, enfant du pays. L'année dernière, je l'ai fait à Villefranche-de-Rouergue, et l'année prochaine, ce sera sur le plateau du Ségala. Merci à la mairie de Cransac pour la mise à disposition de la salle. Merci à vous tous de votre présence, citoyens, élus locaux, membres d'associations et amis. La situation pourrait apparaître désespérante, mais chacun dans nos vies, que ce soit dans nos familles, nos métiers, nos communes, nos quartiers, nous pouvons prendre des décisions et agir pour améliorer les choses. Je veux donc délivrer un message d'optimisme et d'action. C'est ce que j'essaie de faire à mon niveau, celui d'un député de l'Aveyron, pour agir à vos côtés sur les grandes problématiques du territoire, contrôler l'action du gouvernement, proposer et voter des lois. Mais pour agir, il faut avoir un regard lucide sur notre pays. J'ai écouté le président de la République mardi soir. J'ai eu une nouvelle fois l'impression qu'il ne réalise pas ce qu'est la vraie vie. La vraie vie, c'est la situation des gens qui subissent la morsure du froid, qui pour certains en meurent, qui pour beaucoup en souffrent, qui pour certains le cachent. Alors, vous me direz, on ne rencontre pas beaucoup de personnes qui dorment dans la rue, dans le bassin de Decazeville. Certes, c'est vrai. Mais vous savez autant que moi qu'ici, aussi, de nombreuses familles ont froid. La pauvreté est moins visible que sur les trottoirs parisiens, mais elle est bien présente. Elle est plus souvent discrète, plus souvent cachée. Des gens ont froid chez eux, à domicile, soit parce que le froid y circule librement, par manque d'isolation, soit parce que le prix du chauffage est trop cher et que les gens n'ont pas d'autre choix que de faire des économies sur le sujet. En France, plus de 5 millions de personnes vivent dans des passoires thermiques. L'inflation et l'explosion des prix de l'énergie ont des conséquences plus dures dans un territoire rural comme le nôtre, avec des logements anciens et de vieux modes de chauffage. Comme nous avons une population plus vieillissante, il est plus compliqué pour les gens âgés avec de petites retraites d'investir pour changer la chaudière, les fenêtres. Je rencontre chaque jour des personnes qui doivent choisir entre payer le chauffage, faire le plein d'essence de la voiture, sauter un repas ou limiter l'achat de viande. Quelle est la réponse du gouvernement? Non seulement il ne s'attaque pas à cette situation, mais il superpose des mauvais coups. Prenons l'exemple du prix de l'électricité. En 2023, les tarifs réglementés de vente d'électricité ont augmenté successivement de 15%, puis 10%. Le gouvernement a décrété une nouvelle hausse de 10% au 1er février 2024. Depuis un an, la facture d'électricité a donc augmenté en moyenne pour les Français de 625 € par an. Comment penser que des gens peuvent s'en sortir? En réalité, de très nombreuses personnes qui pensaient appartenir à la classe moyenne se retrouvent aujourd'hui pris à la gorge et angoissés à l'idée de tomber dans la précarité ou de voir leurs enfants y plonger. Nous pourrions faire différemment. Notre pays n'a jamais autant produit de richesses. Mais elle n'a jamais été aussi mal répartie. Selon le dernier rapport Oxfam, sorti ce lundi 15 janvier, en 3 ans, de 2020 à 2023, la fortune des 42 milliardaires français a augmenté de 63%. 63% pour atteindre 593 milliards. Ça représente 5 millions d'euros supplémentaires empochés quotidiennement par chacun de nos 42 milliardaires français. C'est comme si vous tous, vous jouiez au loto chaque jour, mettons au tabac de la Treille qui est juste à côté, et que vous gagnez chaque jour, à chaque fois, 5 millions d'euros. Nos milliardaires ont gagné 230 milliards de plus en 3 ans.
Cela représente l'équivalent de la totalité des dépenses de la santé des 68 millions de Français en 2022, ou encore près de 3 fois le montant du budget de l'éducation nationale. À l'Assemblée, je défends de nombreuses propositions pour protéger les gens de la vie chère et mieux répartir les richesses. Le 30 novembre dernier, lors de la niche parlementaire de mon groupe LFI-NUPS, nous avons proposé une loi pour encadrer les marges des industries agroalimentaires, du raffinage, mais aussi de la grande distribution. En effet, 45% de la hausse des prix de l'alimentaire et de l'énergie résulte de la hausse des profits des grandes entreprises. Notre proposition de loi visait donc à faire payer une partie de l'inflation aux grands groupes en encadrant leurs marges. Car aujourd'hui, le prix de l'inflation est payé uniquement par vous, les ménages. Il a manqué 6 voix. 6 voix pour que notre loi soit adoptée. Nous avons également proposé de bloquer les prix de première nécessité du carburant, rejetés par les macronistes et le RN. On a demandé également de rétablir l'impôt sur la fortune, rejeté par les macronistes et le RN. Taxer les profits, rejeté par la Macronie et le RN. Je donne ces exemples pour illustrer le 2 poids 2 mesures qui gangrène notre société. On ne peut pas demander toujours plus d'efforts et de contributions aux gens qui galèrent et demander toujours moins à ceux qui cumulent les profits. Le problème de la France, ce ne sont pas les pauvres. Ce ne sont pas les pauvres qui sont responsables de leur sort. Si certains profitent du système, ce ne sont pas les pauvres. Ce sont les ultra-riches qui, proportionnellement, payent moins d'impôts que nous tous réunis. J'ai fait savoir mon désaccord avec le fait d'exiger 15 heures d'activité en contrepartie du versement du RSA. Les gens en difficulté ont besoin de main tendue et non de sanctions. En quoi retirer aux plus pauvres le peu qu'ils reçoivent nous rendrait-il plus heureux? Le problème du RSA, c'est au contraire le non-recours au droit. En effet, la moitié de la population éligible au RSA ne le réclame pas. J'en profite pour saluer et remercier tous les travailleurs du social et du médical qui savent bien de quoi je parle. Avec mon équipe, nous recevons chaque jour des personnes en détresse pour faire valoir leurs droits. Quasiment à chaque fois, le même problème revient. Celui du traitement massif des dossiers par Internet, par une administration de plus en plus numérisée et donc désincarnée. Il est quasiment impossible d'obtenir un rendez-vous directement avec un agent, alors que le contact humain est bien souvent ce qui permet de comprendre un cas. Pourquoi un cas particulier ne rentre pas dans les cases de ces formulaires? En février 2022, la défenseure des droits Claire Hédon dénonçait l'usage de la dématérialisation des services publics pour fermer des guichets de proximité et annuler le contact humain. C'est la condamnation des plus vulnérables à l'isolement. Avec mon groupe politique, nous avons donc proposé une loi et obtenu à cette occasion une grande avancée législative pour les services publics, notamment pour les habitants des zones rurales, c'est-à-dire par exemple comme nos territoires. En effet, notre proposition de loi pour la réouverture des accueils physiques dans l'ensemble des services publics a été adoptée. Si cette loi est appliquée, il sera possible pour les citoyens d'effectuer toutes leurs démarches auprès de guichets physiques. Vous le voyez, je ne fais pas que m'opposer. Je suis aussi un député proposant. Depuis mon élection, plusieurs lois que j'ai proposées ou soutenues ont été adoptées. C'est également le cas concernant nos entreprises, qui sont étranglées par le prix de l'énergie. Je suis alerté par de nombreux agriculteurs, commerçants ou artisans. J'en parle souvent avec des boulangers et des restaurateurs qui sont étranglés par leurs factures. Dans le cadre de la proposition de loi du député PS Philippe Brun sur EDF, plusieurs amendements LFI-NUPS, mais aussi LR, ont été adoptés. Nous avons ainsi voté contre l'avis du gouvernement l'extension des tarifs réglementés à toutes les TPE, aux PME ainsi qu'aux collectivités. Sur ces 2 victoires législatives à l'Assemblée qui concernent directement un département rural comme le nôtre, réouverture d'accueil physique dans les services publics et baisse du prix de l'énergie pour nos entreprises, il s'agit maintenant que ces propositions de loi soient votées par nos sénateurs. Raison pour laquelle je vais saisir les 2 sénateurs de l'Aveyron prochainement pour les inviter à les soutenir et à pousser à leur inscription à l'ordre du jour du Sénat. Avant d'aller plus loin, je veux apporter une précision. Je disais tout à l'heure que le problème de la France, ce ne sont pas les pauvres. J'ajoute que le problème de la France,
ce ne sont pas non plus les immigrés. Je le dis en parlant ici à Cransac, au cœur de notre bassin minier, qui a été le point d'arrivée de la marche de très nombreux exilés espagnols fuyant les balles et la répression du franquiste. Ils n'ont pas été bien accueillis en France à l'époque. L'immigration est toujours l'histoire de tragédie humaine. Personne ne quitte son pays, sa terre ou sa famille par plaisir. Dans les mines, dans les usines du bassin, les Espagnols côtoyaient les Français, mais aussi Polonais, Italiens, Portugais et bien d'autres. Au fond de la mine, il n'y a pas de nationalité. Ils étaient tous frères, par leurs besoins. Pour survivre, ils devaient s'entraider. Moi-même, ma grand-mère maternelle était grecque, mon grand-père maternel, espagnol. Comme disait Jean Jaurès, c'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité. Je juge très sévèrement la loi immigration qui a été votée, avec des voix de l'extrême droite en décembre. Le texte voté rompt avec les principes fondamentaux de notre République. Mise en cause du droit social, du droit du sol, déchéance de la nationalité, attaque contre les étudiants étrangers, instauration d'une préférence nationale pour les prestations sociales. Concrètement, si elle était appliquée, cette loi se traduirait par exemple par le fait de retirer des allocations familiales à des résidents étrangers en situation régulière qui pourtant travaillent et payent leurs impôts dans notre pays. Il s'agit même de retirer des aides à l'autonomie de personnes âgées dépendantes. Qu'avons-nous à gagner à rendre ces personnes encore plus pauvres et vulnérables que ceux qu'elles ne sont déjà? Voici quelques éléments de politique nationale que je souhaitais partager avec vous pour rendre compte de mon action. On peut discuter de mes choix, et c'est normal. C'est la démocratie, et j'y suis très, très attaché. Mais je reste fidèle à mes engagements électoraux et à ma façon de faire. Ma façon de faire, c'est d'être un député de terrain, engagé à vos côtés, pour relayer à l'Assemblée vos préoccupations. C'est ce que j'ai fait en début d'année à propos de la réforme qui vous retire 2 ans de retraite, 2 ans de repos. J'ai exprimé à plusieurs reprises votre voix à l'Assemblée, la voix des ouvriers, des maçons, des femmes de ménage, des AESH, des 80% des Français opposés à cette réforme. J'ai participé à plusieurs rassemblements en Aveyron, à l'ampleur jamais vue. Nous étions 30 000 à manifester à Rodez le 23 mars à l'appel de l'intersyndicale unie. À l'Assemblée, avec mes collègues de la NUPS, nous avons tout fait pour démasquer les mensonges du gouvernement, que ce soit sur le financement des retraites, la soi-disant retraite minimale à 1 200 € ou la retraite des femmes. Nous avons fait de très nombreuses propositions de financement du régime de retraite. J'entends certains dire que les députés de la NUPS auraient bordélisé l'Assemblée nationale. Mais si quelqu'un a bordélisé l'Assemblée nationale, c'est plutôt le gouvernement qui a imposé par sa loi, par le 49.3, en empêchant les débats d'aller à son terme et en refusant l'examen et même le vote de nos propositions. Cette loi n'a ni légitimité populaire, ni légitimité parlementaire. C'est pourquoi j'ai voté la motion de censure transpartisane et je continuerai à me battre pour abroger cette réforme injuste et illégitime. M'engager à vos côtés, c'est ce que je fais aussi pour nos écoles. L'école, c'est le cœur de la vie d'un groupe, indispensable pour que des familles s'installent. Pourtant, chaque rentrée, des postes d'enseignants sont supprimés dans nos écoles rurales. Le gouvernement a supprimé 2100 postes en 2023. J'ai relayé des mobilisations nombreuses d'écoles et de collèges, Firmi, Cap-de-Nacar, Montbazin, Livignac-le-Haut, Nocelle, Cransac et bien d'autres. Souvent, notre mobilisation a fait bouger les lignes et nous continuerons à le faire pour défendre nos classes. Mais je veux dire que ce système de concurrence entre les établissements n'est pas satisfaisant, car ce système met en compétition nos communes et nos circonscriptions pour savoir qui perdra des postes et qui en gagnera. Je défends un changement de cap. Celui-ci repose sur un grand plan de recrutement pour baisser les effectifs à 19 élèves par classe, la revalorisation de 30% des traitements des personnels et la création du statut de fonctionnaire pour les AESH. Je m'engage également auprès de nos élus communaux. Je leur rends hommage et salue ceux qui sont ici. Les communes jouent un rôle fondamental au quotidien. Elles doivent, à mon sens, être confrontées comme échelon de base de la démocratie. Car les difficultés des maires et des élus locaux sont nombreuses
et leurs moyens sont de plus en plus limités. Les communes ont perdu 13 milliards d'euros de dotation de l'État depuis 2013. Aux côtés de l'Association des maires de France, je formule le vœu que la dotation des communes soit indexée sur l'inflation. Parmi les besoins humains essentiels, il y a la santé. On se la souhaite chaque année. Mais entre les vœux de bonne santé et le droit à la santé, il y a la réalité des inégalités. À l'heure actuelle, 33 000 Aveyronnais n'ont pas de médecin traitant. Sans parler des mois pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste. Nous y avons tous été confrontés un jour. Je voudrais d'abord avoir un mot pour toutes ces personnes qui travaillent dur tous les jours pour nous soigner au mieux. On ne devient pas professionnel de santé par hasard. On ne prend pas une garde à l'hôpital le soir de Noël par hasard. On ne décide pas de consacrer sa vie à prendre soin d'autrui par hasard. Les difficultés de notre système de santé sont source de souffrance pour les soignants eux-mêmes, mais aussi, évidemment, pour les patients qui peuvent parfois se sentir abandonnés. Au cours de l'année dernière, j'ai multiplié les rencontres de travail avec des médecins de famille, des infirmières et infirmiers libéraux, des représentants du personnel soignant, des responsables de service, les pompiers, les patients et associations d'usagers et tant d'autres encore. Je tiens à comprendre précisément comment fonctionnent les choses concrètement pour y apporter des réponses adaptées. J'ai par exemple eu la chance de faire une tournée du matin avec Céline, une infirmière libérale de Villefranche-de-Rouergue. Avec les infirmiers libéraux de l'Aveyron et des usagers, nous avons écrit collectivement une loi pour mieux reconnaître l'apport de ces professionnels que j'espère avoir l'honneur de défendre à l'Assemblée nationale au cours de mon mandat. À l'Assemblée, j'ai défendu plusieurs textes visant à améliorer l'accès aux soins, comme une proposition de loi transpartisane contre les déserts médicaux pour flécher l'installation des médecins vers des zones où l'offre de soins est insuffisante. J'ai aussi co-signé une loi visant à stopper la fuite des médecins intérimaires vers le privé et portant des propositions pour refonder l'hôpital public. Je vais insister sur cette loi pour l'hôpital public car nous l'avons élaborée avec mon groupe parlementaire en réponse aux effets secondaires de la fameuse loi Rist. Cette loi, issue des rangs macronistes, partait pourtant d'un bon principe, celui d'encadrer les rémunérations des médecins intérimaires qui atteignaient des niveaux vraiment affolants. Mais en ne s'appliquant qu'aux hôpitaux publics et pas aux cliniques privées, elle crée de fait un grave risque de fuite des médecins vers le privé. Ce sont ainsi de nombreux établissements hospitaliers publics qui ont été mis en difficulté, dont le centre hospitalier de Decazeville, qui voit ses urgences régulées depuis plusieurs mois. Plusieurs mobilisations à l'appel des syndicats et collectifs du bassin ont eu lieu devant l'hôpital. J'ai été alerté par des médecins de famille et les pompiers, dont près de 80% des interventions concernent le secours à la personne. Ils m'ont expliqué très concrètement en quoi ce mode de fonctionnement semblait désorganiser l'offre globale de soins sur notre territoire. J'ai interrogé à plusieurs reprises l'agence régionale de santé, la fameuse ARS, et la direction de l'hôpital sur cette situation. Je suis bien sûr conscient des difficultés pour trouver suffisamment de médecins pour faire fonctionner simultanément 2 lignes d'urgence, condition nécessaire à l'accueil des patients à toute heure. Je suis également conscient des efforts réalisés par tout le monde, médecins, direction, infirmiers, aides-soignants de l'hôpital pour maintenir une offre de soins pour tous les citoyens et trouver des solutions, parfois même au dernier moment. Ce dévouement est admirable, mais une telle situation n'est absolument pas tenable sur le long terme. Je n'accepte pas que cette situation dégradée se répète et devienne habituelle. C'est là le sens de mon action depuis plusieurs mois. C'est là le sens de la question que j'ai posée au ministre de la Santé le mois dernier. Suite à cette question, la ministre de la Santé, par intérim, est venue visiter l'hôpital de Decazeville. Et c'est une très bonne chose. Entre-temps, une autre ministre est arrivée et je veillerai au maintien des engagements pour la reconstruction, mais aussi dans l'optique de trouver une solution viable pour les urgences de Decazeville. Notre bassin de vie en a grandement besoin. Engagé sur le terrain de la santé pour notre territoire, je le suis aussi sur celui de notre cadre de vie. Comme nous sommes à Cransac, je pense bien évidemment au Thermes, unique station thermale de l'Aveyron et unique en son genre en Europe. Fruit d'une géologie remarquable et d'une histoire sociale, les thermes de Cransac attirent de très nombreux touristes et touristes sur notre bassin.
C'est pourquoi j'œuvre à mon niveau, en tant que vice-président du groupe d'études thermalisme de l'Assemblée nationale, pour faire revenir sur le bassin M. Thierry Dubois, président du Conseil national des établissements thermaux, ainsi que mes collègues députés de ce groupe thématique. J'ai bon espoir que cette visite se réalise cette année. Je forme le vœu que davantage de réalisations fédératrices comme celle des termes de Crensac perdurent sur notre territoire, mais que nous fassions preuve de davantage de prudence quant à d'autres projets en cours dans le bassin et ailleurs dans le pays, qui ne répondent pas aux exigences environnementales de notre temps. Je pense aux méga-bassines qui entendent privatiser la ressource en eau, dont la plus emblématique est celle de Sainte-Soline. Je pense à l'autoroute A69, portée par la région, et qui voit d'importantes mobilisations environnementales s'y opposer dans le Tarn, et c'est heureux. Je pense aussi, plus proche de nous, à Solena. Les travaux viennent d'être annoncés pour mars prochain, sans discussion possible. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette façon de fermer les yeux sur le non-sens écologique et économique de ce projet d'usine de traitement des déchets et de décharge géante à l'île du Mas. C'est un projet qui va à l'encontre du sens de l'histoire. Alors que les biodéchets doivent être collectés séparément depuis cette année, alors que les orientations législatives nous appellent à réduire drastiquement le nombre de déchets produits, Solena nous précipite dans le sens contraire. Pire, avec les prix des matières premières et de l'énergie qui continuent à augmenter, la facture annoncée, qui était déjà salée, a augmenté de 30 millions d'euros pour atteindre donc 79 millions d'euros uniquement pour ce chantier. C'est autant d'argent que le contribuable aveyronnais devra payer, ce qui est bien sûr inacceptable. Je tiens enfin à ajouter qu'avec le changement climatique en cours et le risque incendie qui augmente de la même manière, nous devons d'autant plus être prudents. Nous l'avons vu l'été dernier à Viviers où un incendie s'est déclaré. Il a été maîtrisé grâce au sérieux et au professionnalisme des pompiers du bassin et ceux d'autres casernes venues en renfort que je tiens une nouvelle fois à remercier. Sur ce sujet-là, je prendrai très prochainement une initiative en concertation avec les collectifs mobilisés contre Solena, comme je le fais régulièrement depuis le début de mon mandat. Bien vivre au pays, c'est aussi pouvoir y travailler. Député ouvrier, je suis partisan d'une réindustrialisation planifiée et en partant des besoins du pays. Je porte une attention particulière au maintien et au développement de l'activité sur les territoires ruraux et les bassins de vie frappés par la désindustrialisation. C'est une question d'aménagement équilibré du territoire. J'ai d'ailleurs visité de nombreuses entreprises de différentes tailles dans des lieux divers de notre Ouest Aveyron, Nocelle, Aubin, Firmy, Outrens, de Cazeville, Saint-Félix-de-Lunel. L'automne dernier, nommé rapporteur par la Commission des affaires économiques, je me suis pleinement engagé dans la rédaction d'un rapport sur les crédits budgétaires de la mission Investir pour la France de 2030. France 2030, c'est un plan d'investissement doté de 34 milliards d'euros sur 10 ans, lancé par Emmanuel Macron en 2021. Il vise à rehausser la position de la France dans des secteurs identifiés comme stratégiques et aussi variés que la santé, l'hydrogène, les véhicules électriques ou encore les jeux vidéo. J'ai décidé d'explorer plus en détail deux sujets particulièrement importants pour le territoire aveyronais. La question de la mobilité à travers la production de véhicules électriques et celle de la santé. Je ne vais pas trop m'étendre sur le contenu de mon rapport qui est disponible pour tout citoyen qui le souhaite, mais j'ai là aussi pointé des problèmes sur ces thèmes particuliers qui démontrent une absence de politique industrielle cohérente. Très simplement, concernant les véhicules électriques, aucune des voitures produites par les constructeurs français ne seront vendues à moins de 25 000 €, ce qui est considérable. J'ai cherché à connaître l'origine des différentes pièces composant ces voitures, assemblées en France, sans vraiment obtenir de réponse satisfaisante. Je vais vous le traduire, je vais vous la faire simple. Les pièces sont massivement produites à l'étranger, malgré d'importantes aides publiques. J'ai formulé de nombreuses propositions, conditionnalité écologique et sociale des aides publiques versées aux constructeurs, soutien massif à la recherche de matériaux alternatifs ou de recyclage des métaux, production de véhicules électriques légers, donc plus sobres, donc moins chers. J'ai pu défendre ce rapport et ses propositions en séance
et j'ai même obtenu le vote d'un amendement conditionnant les aides des grandes entreprises dans le cadre de France 2030 à plusieurs engagements. Maintien des activités sur le territoire national, maintien des effectifs de salariés, installation de sites de production dans des bassins désindustrialisés en suivant les objectifs d'aménagement du territoire. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai pensé à ce qui est arrivé à l'Assemblée lorsque j'ai proposé cet amendement. Ce vote montre qu'il est possible de conditionner les aides des entreprises, qu'il est possible de réindustrialiser nos territoires de manière équilibrée, en suivant des objectifs sociaux et environnementaux. Je ne lâcherai pas cette mesure votée dans l'intérêt de nos territoires, que ce soit avec la loi Industrie verte et avec mon rapport France 2030, j'ai défendu que l'ancien site de la SAM puisse être éligible aux aides de l'État dans le cadre d'un projet de reprise. J'en viens à la fin de mon propos que j'ai placé sous le signe des solidarités. N'oublions pas la population de Gaza. Alors que les rapporteurs des Nations Unies parlent de risques sérieux de génocide, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré « Le monde reste les bras croisés alors que des civils, pour la plupart des femmes et des enfants, sont tués, mutilés, bombardés, forcés à quitter leur foyer et privés d'accès à l'aide humanitaire. » La France doit avoir une parole claire pour demander le respect du droit international et de l'humanité. C'est ce message de paix que portera le rassemblement prévu demain à 14h30 à Rodez. C'est ce vœu de solidarité et de paix que je formule pour 2024. C'est ce message de paix entre les êtres humains que contient notre devise, que je souhaite pour 2024. Liberté, égalité, fraternité. Ne cédons pas à nos valeurs. Un monde meilleur pour nos enfants est possible et je sais que nous pourrons y arriver. Je vous remercie.